En 2024, j'ai construit plusieurs applications modernes avec une stack technique optimisée. J'ai passé pas mal de temps en fait à tester différents outils, différents langages, différents frameworks, etc. Et aujourd'hui, à chaque projet, eh bien, j'utilise quasiment la même stack jusqu'à l'arrivée d'éventuels nouveaux produits qui peuvent en remplacer certains. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter ma stack technique pour 2025, celle que j'utilise en fait au quotidien pour développer des applications performantes, scalables et surtout faciles à maintenir. Je vais te présenter le plan de la vidéo. Dans un premier temps, je vais te présenter ma stack pour le front-end. On verra ensuite la stack pour le back-end et enfin, on verra tout un tas d'outils, des outils qui me permettent de déployer, de tester, d'analyser mes applications, d'analyser mes projets. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras, il y a quelques pépites assez intéressantes. Alors, avant de commencer, de te parler de front-end, de back-end, etc., je dirais il y a quelque chose de transverse, c'est TypeScript. Je veux dire, en 2025, on se pose plus forcément la question est-ce que j'utilise TypeScript ou pas. Enfin, en tout cas pour le web, il n'y a plus de questions à se poser. En 2024, en 2025, tu veux faire du front, tu pars sur du TypeScript. Tu veux faire du back, tu pars sur du TypeScript. Tu as même des fichiers de config ou peu importe, tu pars sur du TypeScript. Si tu regardes par exemple dans Next15, par exemple, leur fichier de config aussi, eh bien le Next config, eh bien il a basculé aussi en TypeScript. Tout est de plus en plus TypeScript, c'est un standard. Si tu regardes même la sortie de la version 23.6 de Node, eh bien elle supporte nativement TypeScript. Alors c'est encore en version expérimentale, il n'y a pas tout qui est inclus, mais ça supporte TypeScript. Donc je dirais en 2025, si tu démarres un projet, que ce soit du front, que ce soit du back, eh bien tu utilises TypeScript. Le seul cas où éventuellement tu peux démarrer sur du JavaScript, c'est si tu es en phase d'apprentissage et que tu préfères dans un premier temps maîtriser JavaScript avant en fait d'utiliser TypeScript. Alors, je vais te présenter maintenant ma stack pour le front-end. Eh bien, sans grande surprise, tu l'auras compris, en termes de librairie pour le front-end, eh bien toujours React, toujours l'indétrônable React qui est de plus en plus stable et ça fait du bien en fait dans un monde JavaScript qui est toujours en mouvement. Là, moi je comparais JavaScript à l'époque par rapport au monde de Java qui est quelque chose d'assez stable. JavaScript, ça casse à chaque fois, ça change, ça machin. Pour une fois, eh bien, ça fait du bien de voir que React est de plus en plus stable. Si tu regardes, bon, ça fait un petit moment quand même, mais si tu regardes par exemple la sortie de React 19, ça a apporté pas mal de nouveautés sympas. Tu as notamment le Use Action State, le Use Optimistic Hook. D'ailleurs, c'est des choses qu'on voit dans React, dans Next Mastery, puisque Next Mastery, c'est Next 15, React 19. Mais bref, toutes ces nouveautés, eh bien, c'est des choses qu'on ajoute à React, mais l'API est de plus en plus stable et est clairement rétro-compatible. Je veux dire, il n'y a pas de gros breaking change. Je veux dire, les transitions se font en douceur. Ceux qui ont connu l'époque de React 16, React 17, c'était vraiment, ça faisait, tu avais une petite goutte de sueur à chaque fois que tu devais migrer de version. Aujourd'hui, c'est relativement stable, donc c'est une librairie qu'on peut utiliser sur le long terme. C'est stable et c'est donc quelque chose, bien évidemment, que je recommande. Ensuite, en termes de state management, je dirais ZStand. Pourquoi? Parce que ZStand, pour ceux qui ont connu Redux, alors Redux c'est mort, hein, je recommande plus d'utiliser Redux. Mais pour ceux qui ont connu Redux, c'était quand même le gros bordel à configurer. Ça faisait même parfois peur. Certains développeurs, ils comprenaient pas, etc. Eh bien, ZStand, c'est quelque chose de très simple, très light à utiliser. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et pour tout ce qui est state management, eh bien, je dirais ZStand. Un autre state manager, mais qui est plus orienté server state, c'est-à-dire gestion de l'état du serveur, eh bien, je dirais TanStack Query. Anciennement React Query pour les personnes qui ont connu. Donc c'est deux state managers, un qui est plus orienté sur l'application, l'autre qui est plus orienté sur le server state. C'est les deux state managers que j'utilise donc en 2025. Même si je me rends compte que je les utilise beaucoup moins depuis que je code quasiment tous mes projets avec Next, avec la standardisation des React Server composants. D'ailleurs, je t'ai fait un petit post sur je t'ai fait un petit post sur LinkedIn que tu pourras retrouver dans la bio. En gros, c'est un post dans lequel je te dis pourquoi je code de moins en utilisant des librairies comme ZStand et comme TanStack Query.
n'hésite pas à aller me suivre donc sur LinkedIn. Ensuite, en termes de framework, eh bien, je n'invente rien, rien de nouveau, j'ai envie de dire toujours Next. Je veux dire, Next, c'est un framework front-end solide, c'est quelque chose, voilà, c'est le leader, hein, il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors, il y en a d'autres, mais clairement, Next, ils ont quand même une bonne longueur d'avance. Donc, il y a, voilà, en 2025, Next pour framework front-end. J'en profite d'ailleurs pour te rappeler que les portes de Next Mastery, mon programme pour devenir développeur full stack avec Next, réouvrent dans quelques jours, une dizaine de jours, je crois début février, donc ça dépend quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais tu pourras être bien sûr notifié de la sortie des nouvelles inscriptions pour 2025 dans ma newsletter, donc il faut que tu sois abonné à ma newsletter. Petit moment de pub terminé. Ensuite, en termes de styling, de style, Tailwind CSS, valeur sûre, ça fonctionne très bien, c'est assez moderne, on peut faire des choses incroyables. En plus, ce que je trouve génial, c'est que les IA, elles comprennent très bien, génèrent du code assez facile, tu peux lui demander des choses, c'est relativement puissant. Donc, Tailwind CSS sur une nouvelle version qui va arriver, donc c'est toujours quelque chose à utiliser, que j'utilise donc en 2025. Librairie de components ChatCN, une librairie classique maintenant, où en fait une surcouche de librairie de composants front-end qui te permet en fait d'avoir la main sur les composants que tu rajoutes dans ton projet. Donc en plus tu peux récupérer tes projets en ligne de commande, etc. Donc tu as des composants basiques et tu as aussi des composants un petit peu plus avancés et donc des building blocks que tu peux récupérer comme ça dans ton projet. Donc c'est quelque chose que j'utilise maintenant au quotidien. Je rajouterai aussi Aceternity, je me trompe toujours. Donc en fait un projet qui est basé aussi sur ChatCN. Alors c'est des gars qui font ça, qui utilisent des composants et qui sont très bien stylisés, que tu peux récupérer avec le même mécanisme que ChatCN. Tu fais un npm DLX ChatCN add le nom du projet et puis tu récupères ça directement dans ton projet et tu as des choses vraiment magnifiques pour tous ceux qui aiment bien les petits effets graphiques assez sympas. Je t'invite vraiment à aller voir ça, tu verras, c'est une pépite, il y a énormément de choses intéressantes là-dessus à aller récupérer et en plus d'ailleurs tu peux adapter, etc. Donc c'est 100% gratuit, ils ont des choses payantes, etc. Mais là en tout cas il y a plein de choses gratuites, donc je t'invite à aller voir. Et formulaire, ça change pas, React ou Form, c'est un standard depuis longtemps. Zod pour la validation de données, qui est basé sur TypeScript. Donc ça aussi, voilà, en termes de stack, c'est toujours là, c'est toujours d'actualité. En termes d'internationalisation, eh bien, si tu utilises Next, eh bien, je te recommande d'utiliser Next INTL, Next Int. J'en ai essayé d'autres, Next Internationalisation, etc., mais c'est pas encore assez mature. Celle-là, c'est en fait une librairie qui est vraiment mature, compatible Next 15, etc. Ça prend en compte la génération statique. Donc, tu as énormément de choses. Donc, je te recommande. En termes de test pour le front-end, Testing Librairie, c'est toujours là, avec Vitest. Bien sûr, eh bien, ça fonctionne toujours. J'utilise de moins en moins Jest, c'est toujours là, mais je sais pas, voilà, moi j'ai pris l'habitude de démarrer des tests avec Vitest directement. Il y a des petites choses qui sont assez sympas en plus à utiliser, donc voilà, maintenant moi j'utilise Vitest directement. En termes d'IA, pour le front-end, Vercel V0. J'utilise tout cet outil mais à gogo, j'ai payé un abonnement machin là, je génère et je génère et je génère et je régénère. Moi qui suis pas vraiment le spécialiste de design de machin, j'aime bien des choses propres, rapides, c'est génial. C'est voilà, je t'invite à aller payer un abonnement là-dessus. Je suis pas payé pour te faire la pub, moi mon business model est basé sur du, comment on appelle ça, sur de l'affiliation quoi, mais clairement j'adore cet outil. Allez, je terminerai en bonus, URL State. Si tu veux gérer ça, Nux, j'utilise pas trop, mais j'ai fait un petit tour, c'est quand même pas mal. T'as React Use aussi, une petite librairie de hooks React assez courant. Souvent, on a des hooks sur des choses à faire, on a tendance à les réinventer. Là, t'as plein de hooks de base qui permettent de gérer un milliard de trucs. Donc, c'est une librairie que je te recommande, React Use. Ensuite, côté back-end, eh bien, en termes de framework, je dirais Next. Alors, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Next pour la partie back-end, mais moi, je dirais qu'il est devenu assez mature ces dernières années, surtout avec l'arrivée de l'AppRouter, les React Server Components, les Server Action, etc. Moi, pour moi, c'est vraiment une grosse révolution. Je veux dire, moi, j'ai boudé Next pendant longtemps parce que j'ai testé. Alors, pour faire du SEO, du SSR, etc., c'était cool, mais je trouvais pas la solution élégante. Je la trouvais pas très élégante, très sexy. J'aimais pas trop la manière de coder. Mais depuis la version 13, 14, 15, clairement,
Là, moi, je kiffe développer avec ça. C'est vraiment une révolution. Donc, pour les applications full stack, pour les applications, même pour du front, c'est voilà, Next, Server Action, Server Component, c'est vraiment une super stack pour démarrer en 2025 sur le back-end. D'ailleurs, hein, je n'oublie pas, tout ça, on le voit dans Next Mastery et on réouvre ça bientôt. En termes d'ORM, Object Relation Mapping, alors pendant longtemps, j'ai utilisé Prisma, qui est un très bon ORM. C'est assez mature, grosse équipe, c'est le plus connu, hein, c'est le plus répandu dans l'écosystème JavaScript. Eh bien, alors toujours d'actualité, mais je suis passé récemment à Drizzle. Pourquoi? Parce que même si Prisma c'est plus mature, il y a un écosystème plus riche, etc. Eh bien moi j'ai été séduit par Drizzle. C'est une petite librairie, c'est light, vraiment une simplicité, c'est très bas niveau, très proche du SQL. Alors je veux quand même te donner un conseil, je veux dire si t'es pas à l'aise, avec le SQL et tu préfères une approche un peu déclarative comme le fait Prisma, reste sur du Prisma. Mais si à l'inverse, eh bien, t'aimes bien avoir une main, garder la main comme ça sur le SQL, être très bas niveau, avoir le contrôle, parce que parfois les trucs un peu cachés, tu sais pas ce qui se passe, donc dans 90% des cas ça marche bien, mais le jour où il y a une galère, t'es perdu, eh bien, je t'invite à peut-être utiliser Drizzle, c'est light, ça fonctionne bien, tu maîtrises de bout en bout tout ce que tu fais, donc c'est quelque chose que j'utilise maintenant dans ma stack en 2025. En termes de validation côté back-end, Zod. Donc Zod, tu peux valider côté front-end, par exemple avec React ou Form, tu valides les formulaires côté front-end, mais dès que tu les envoies au serveur action, eh bien il faut aussi valider les données côté serveur action. Ben, qu'est-ce que tu utilises? Tu peux utiliser Zod aussi côté serveur. Voilà, donc Zod. Termes de stockage, Supabase. Alors pendant longtemps, moi j'étais chez Amazon, S3, Bucket, j'ai déployé pas mal d'applications aussi chez Amazon. Et je suis vraiment en train, je crois que je vais faire une vidéo là-dessus, je suis en train de décommissionner énormément de choses d'Amazon parce que en fait c'est l'usine à gaz, c'est relou. Si tu prends un S3 Bucket, ça va encore, tu peux utiliser pas mal de choses, ça se fait, c'est pas la fin du monde. Mais que tu compares avec un Supabase pour le stockage, par exemple, de fichiers, de simple image, choses comme ça. Je veux dire, en plan payant, en plan gratuit, il y a pas mal de choses. Le plan payant, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, ça s'utilise, c'est un jeu d'enfant. Donc, je le recommande côté back-end pour le stockage de données. Serveur Action, eh bien, je peux te proposer ces Next Safe Action pour sécuriser tes serveurs Action. Donc, je te le recommande si tu veux un développement rapide et standardisé pour sécuriser tes serveurs Action. Quand on apprend les serveurs Action, comme ça, on pense pas, on n'a pas la vision que les serveurs Action, ils sont exposés en API endpoint et que tu peux, voilà, éventuellement y accéder. Donc, elles doivent être sécurisées. Donc, prends le réflexe de toujours sécuriser tes serveurs Action. Et normalement, Next Safe Action te permet de faire ça de manière standardisée. Après, si tu es en clean architecture, eh bien, c'est censé être ta couche service qui génère ça, qui protège, qui valide, etc. Donc, c'est redondant d'utiliser Next Safe Action avec, si t'es en mode clean architecture avec du code probe, etc. Moi, personnellement, je l'utilise pas parce que je suis en clean architecture. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Next Mastery, bien sûr. Nous, dans Next Mastery, il y a des modules sur Clean Architecture. J'explique les problématiques des serveurs Action et bien évidemment, les failles, comment on protège et où on met en fait l'autorisation, la sécurité, la validation de données, le sanitize, etc. Et c'est des choses qu'on met normalement donc dans du service. Donc c'est redondant, mais bien sûr, je t'invite à l'utiliser et de faire tes propres choix. Ensuite, en termes d'authentification, NextAuth, alors qu'ils ont renommé maintenant OJS. Alors tu verras, il y a deux sites, il y a NextAuth, il y a OJS. Alors la version 5 c'est OJS, mais en termes de repo sur NPM, il s'appelle NextAuth, c'est en version 5, donc parfois tu as des documentations qui divergent. Bon, ils sont encore en bêta, mais voilà. Mais ça reste toujours, voilà, c'est ce que j'utilise, NextAuth. C'est standard, tu peux intégrer beaucoup de providers, que ce soit Supabase, Google, machin, Resend, etc. D'ailleurs, en parlant de gestion d'envoi d'email, tu as Resend, que j'utilise beaucoup, et qui permet aussi de faire un provider. Donc, tu peux faire une combinaison NextAuth Resend. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors, Resend, c'est du bonheur. Resend, c'est du bonheur. Pour rappel, quand j'ai fait mon premier SaaS en 2017 dans ces eaux-là, j'ai dû
monté un serveur mail sur un VPS. Je suis Amazon, je raconte pas le bordel. Ensuite, j'ai migré vers des solutions un peu plus serverless. Je suis chez du Amazon SES, mais même Amazon SES, c'est un enfer. Il faut leur envoyer un mail comme quoi tu certifies que tu vas pas spammer la terre entière et machin, il faut valider le domaine et tout. C'est un bordel. Resend, ils ont tout compris. Ils sont arrivés avec une solution clé en main, developer friendly. Voilà, je recommande les yeux fermés Resend. J'adore cet outil, c'est génial. Associé à Resend, tu peux utiliser pour le template d'email React Email. Ça, c'est top. React Email, ça te permet de templater tes emails, mais au lieu de les templater en HTML un peu à la con, bah là, tu t'habitues à faire du code React, des composants React, et bien tu structures tes emails en React et tu peux même utiliser avec du Tailwind, etc. Et tu as même avec React Email, tu peux démarrer un petit serveur, tu peux visualiser en fait tes emails et puis quand ils sont bons, bah voilà, tu les as dans ton projet et donc t'es pas obligé d'envoyer un email directement, tu peux t'as un petit bouton pour envoyer un email. Bref, c'est super sympa, je te recommande. Termes de base de données, moi ça fait des années que je travaille sur Postgre. Bah voilà, toujours Postgre. Si tu veux des solutions un peu plus serverless, t'as Neon Tech et maintenant je crois que c'est intégré directement à Vercel. Je sais pas, ils ont un partenariat ou je sais pas comment c'est fait, mais voilà, sur Vercel, boum, tu peux créer une base de données Postgre, Neon Tech et ça fonctionne très bien en quelques clics. C'est pas très cher et c'est une bonne solution. Donc voilà un petit peu ma stack pour le back-end. Maintenant, en termes d'outils, je dirais, allez, je vais quand même te citer vite. Si tu souhaites absolument démarrer un projet React ou même Vue.js ou autre directement, tu peux utiliser Vite. Le CRA, il est mort, hein, Create React App, c'est mort. Donc le Vite, ça reste un bon outil. Mais maintenant, je dirais que moi, je pars directement sur Create Next App, en fait, que ce soit du front, du back, je me pose pas forcément de questions. Je démarre un projet, c'est avec Next. Next, ça gère les deux, donc je pars directement avec ça. Ensuite, en termes de test côté backend, eh bien, je dirais toujours Vitest, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Si tu veux faire des tests d'un peu plus d'intégration, des tests end-to-end, eh bien, j'utilise moi personnellement toujours Cypress. Après, si tu veux aller voir des petites nouveautés, t'as Playwright aussi qui fait ça. Je pourrais pas te dire si c'est bien, j'ai jamais vraiment testé, mais voilà, je peux pas te dire ouais j'ai testé, c'est génial. C'est des outils qui ressortent. Je reste plutôt pour le moment sur du Cypress. Si tu cherches un nom de domaine, moi la gestion des noms de domaine c'est Cloudflare. C'est un peu les leaders sur le marché, DNS rapide, etc. machin. Après, si tu veux acheter des noms de domaine, c'est pas forcément le moins cher, mais voilà, je préfère des solutions qui marchent bien que essayer d'économiser 3-4 euros par-ci. Il y a des solutions, t'as Pork, je sais plus, t'as Namecheap, t'en as d'autres. Moi, j'utilise celui-là. Ensuite, en termes de déploiement, Vercel, voilà, quand tu es dans l'environnement Next, etc., c'est plutôt Vercel. Après, tu peux déployer où tu veux, mais Vercel, ça reste relativement peu cher. Avec tout ce qu'ils offrent comme option, c'est vraiment un super serveur, enfin un super outil de déploiement. Ensuite, j'utilise en termes de gestionnaire de dépendance PNPM et surtout maintenant je suis en monorepo. J'essaie de au maximum en monorepo. Mes projets, je les architecte en termes de monorepo. Ça te permet plus maintenant ChatCN supporte le monorepo. Donc tu vas pouvoir comme ça avoir, si tu bosses par exemple pour les gens de la formation Next Mastery qui sont en mode clean architecture, qui ont leur package persistance, service, authentification, etc. Eh bien, tu peux avoir comme ça une code base des packages communs et tu peux ensuite avoir plusieurs applications Next frontales que tu peux déployer sur différents trucs. Donc, c'est quelque chose que j'utilise pas mal. Et donc, du coup, un outil que j'utilise beaucoup, c'est TurboRepo qui permet en fait d'avoir du cache sur les builds et générer un peu de je vais pas dire de process de déploiement continu, mais qui te permet en fait, comment on appelle ça, pas l'automatisation, mais les pipelines là, qui permet en fait de dire bah voilà, si je déploie ça, je fais ça d'abord, etc. J'ai plus le nom du truc, mais tu auras compris. En fait, ça te permet de builder des choses et de les builder dans l'ordre, par exemple de builder certains packages, ensuite d'autres packages, et puis quand tu rebuilds des packages qui ont été déjà buildés, ça gère le cache. Typiquement, je suis passé sur des builds de GitHub Action et de Vercel qui sont passés de 15 minutes à quasiment 1 ou 2 minutes. Voilà, on gagne vraiment du temps. Le premier build est long, et comme souvent on build un peu les mêmes choses, ben, il y a la même signature, et là avec le cache, TurboRepo, boum, ça va vite. Donc c'est vraiment un superbe outil. Moi je t'invite à aller tester ça. Monorepo, TurboRepo, c'est des choses
vraiment qui me font gagner pas mal de temps sur mes projets. Ensuite, en termes de login, bah, je dirais, pardon, si tu es sur Vercel, ils ont un outil de monitoring logging qui est assez bien fait. Donc en fait, voilà, si tu es sur des petites applications console log dans tes React Server Component côté backend, etc., ça, tu vas les retrouver. Ils ont 3 niveaux, warn, log, error. Voilà, c'est pas le plus fin en termes de niveau, mais voilà, de base, tu as quand même des choses qui sont pas mal loguées. Les requêtes HTTP, bien sûr, elles sont loguées automatiquement. Les appels au server function aussi. Donc de base, c'est voilà, ça suffit pour des projets de moyenne envergure. Personnellement, maintenant, moi, j'utilise plutôt Winston, qui est un outil de logging un peu plus avancé, qui est côté backend, qui permet de faire du logging un peu plus poussé. On en parle d'ailleurs dans la formation Next Mastery. Et si tu veux aller plus loin, si vraiment tu as une application qui scale, c'est un truc énorme, tu montes ton SaaS, tu as des users, tu veux un peu pousser le truc, bon, c'est un peu sortir l'artillerie lourde, tu montes pas ça pour un petit SaaS, eh bien tu peux aller du côté de Axiom, c'est vraiment une plateforme qui te permet de vraiment faire du monitoring, du logging avancé. Donc voilà un petit peu pour ma stack en 2025 que j'utilise quotidiennement. Alors cette stack n'est pas là pour te refroidir si tu apprends à coder, mais elle est plutôt là pour t'aider, pour te donner un peu des pistes si tu cherches des choix techniques. Parfois, tu sais pas trop quel lib utiliser. Est-ce que j'utilise Next INTL ou Next Internationalisation ou une autre? Bon, bah parfois, voilà, moi j'ai fait le test, j'en ai testé plein. Les stacks que je te donne ici, la stack que je te donne ici, bah souvent, je la sors pas du chapeau, c'est parce que je l'ai testé comparé à une autre et du coup, j'ai vraiment du vécu par rapport à ça. Donc, ça va dépendre de ton projet. Te dis pas forcément que tu dois tout mettre en place dans un projet, que ce soit un SaaS, un projet perso ou autre, mais au fur et à mesure, tu vois, tu démarres ton projet, tu démarres tranquillement, t'as peut-être plus tard, tu as plusieurs sites à faire, tu fais du monorepo. Ensuite, tu te dis peut-être, je sais pas, moi j'ai besoin de ça scale, je veux rajouter du login, etc., etc. Donc tu fais, tu as besoin d'envoyer un email, tu utilises du resend. Bon, voilà, il faut y aller progressivement. Stack par stack, mais voilà, bref, c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites aller plus loin sur ces technologies, eh bien sache que mon programme d'accompagnement pour devenir développeur full stack Next.js, eh bien réouvre ses portes prochainement, début février. Donc n'hésite pas à suivre un petit peu mon actualité. Je suis maintenant sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Mais le mieux, c'est de rejoindre ma newsletter privée. C'est le premier lien dans la bio. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao.